Bonsoir Olivier Dussopt. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion en charge de la réforme des retraites. Difficile réforme, difficile bataille de l'opinion dans laquelle beaucoup aujourd'hui disent « elle est perdue ». Plus les membres du gouvernement expliquent, plus les membres du gouvernement se battent pour faire ce qu'on appelle de la pédagogie, et plus le nombre de Français augmente et qui se déclarent hostiles à cette réforme. Alors, est-ce que vous faites une forme d'autocritique ? Je pense que d'abord l'autocritique est toujours nécessaire, ça c'est un principe. Et je pense aussi que cette réforme, nous savions qu'elle serait difficile. Elle est difficile parce qu'elle demande des efforts. Dire aux Français que travailler 2 ans de plus, pour ceux qui le peuvent, puisque nous allons adapter les choses. Mais travailler 2 ans de plus à l'échelle d'une vie n'est pas un effort, ça serait mentir. Donc oui, c'est un effort, mais c'est un effort qui est nécessaire. Nécessaire parce que nous le savons, cela est dit, c'est écrit. Le système de retraite est très déficitaire. Il est déficitaire dès 2023. Le déficit se creuse année après année. Et si nous ne faisons rien, dans les 10 ans qui viennent, ce sont au total 150 milliards d'euros de dettes en plus sur notre seul système de retraite. Et puis il y a une autre dimension qui fait que c'est nécessaire. C'est que si nous ne faisons rien, c'est aussi écrit dans le rapport du corps. Et c'est d'ailleurs ce que nous promettent et ce que nous proposent le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites, comme vous le dites. Et c'est finalement ce que promettent et proposent nos opposants. Ne rien faire, c'est de la dette. Mais ne rien faire, il y a pire que la dette. C'est diminuer le pouvoir d'achat des retraités. Parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites est très clair. Ne rien faire, c'est baisser le pouvoir d'achat des retraités. Nous voulons à la fois préserver le système, préserver le pouvoir d'achat des retraités. Et donc, il y a cet effort à faire. Et face à cet effort, nous essayons d'avoir les mesures les plus justes qui soient, sur les carrières longues, sur la pénibilité, pour que cet effort soit adapté. Travailler plus, oui, mais pas tous au même rythme et pas tous autant. Oui, mais ce qui ressort le plus, c'est la mesure d'âge. Et elle est comprise par tous comme un effort de 2 ans de façon indistincte. Et beaucoup disent, mais vous auriez pu juste accélérer ce qu'on appelle la réforme Touraine, c'est-à-dire le nombre de trimestres de cotisation. Est-ce que ça aurait donné les mêmes sommes, les mêmes économies ? Ça me permet de rappeler que le passage de 42 à 43 annuités et l'augmentation de 4 trimestres de la durée minimum de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, c'est une réforme qui a été votée en 2013. Il y a 10 ans. Par la gauche. Par la gauche, et j'en faisais partie, je l'ai voté, la différence c'est que moi je l'assume. Si nous regardons, et nous l'avons fait, j'ai été ministre du budget avant d'être ministre du Travail, combien rapporte, parce que nous parlons d'argent, l'accélération de la réforme de Marisol Touraine, c'est-à-dire le fait d'aller plus vite à 43 annuités, c'est ce que nous proposons aussi, cela rapporte en 2025 à peu près 2,3 milliards, 2,4 milliards de recettes nouvelles. Et ça rapporte en 2030, la date à laquelle nous voulons rééquilibrer le système, un peu plus de 4,6 milliards d'euros. Le déficit en 2030, il est prévu à 13,5 milliards d'euros. C'est-à-dire que la seule accélération de la réforme de Marisol Touraine amènerait 4,6 milliards d'euros, soit 3 fois moins que ce qu'il faut. Avec la réforme que nous proposons, et dont je sais que c'est un effort, cette augmentation progressive, 3 mois par 3 mois, de l'âge de départ à la retraite, cela nous permet, en 2030, d'avoir des marges à hauteur non pas de 4,5 milliards d'euros, mais de 18 milliards d'euros. Et avec ces 18 milliards d'euros, nous pouvons à la fois équilibrer le système et donc le sauver, c'est ça qui est important, et nous finançons des mesures d'accompagnement pour faire en sorte que ceux qui ont des métiers pénibles soient mieux protégés, puissent partir plus tôt, pour faire en sorte, et c'est un point mais très important, qui n'a jamais été mis en œuvre, garantir aux Françaises et aux Français qui travaillent toute leur vie, payés au SMIC, qui ont une carrière complète, d'avoir une retraite de 85% du SMIC. C'est une garantie nouvelle qui n'existait pas. Tout le monde l'avait promise, nous la faisons. Alors, Olivier Dussopt, il y a quand même dans les insatisfaits, les mécontents, les hostiles à cette réforme, maintenant, même les retraités qui ne sont pas touchés par la retraite. Ils sont majoritaires à être contre. Parce qu'il y a des inquiétudes et il faut les entendre. Mais vous avez raison de le rappeler, les retraités ne sont pas touchés par la réforme, sauf pour un point. Et un point qui est majeur. Quand nous disons qu'après une carrière complète au niveau du SMIC, on garantit 85% du SMIC, soit environ 1 200 euros bruts par mois. C'est 100 euros de plus par mois que ce que le système produit aujourd'hui. Et ce que nous avons dit... Pour les carrières complètes, au SMIC, au niveau du SMIC, pendant toute une vie, enfin pendant le nombre de trimestres. D'accord, il faut préciser, ça concerne quoi, 2 millions de personnes? C'est 2 millions de personnes parmi les retraités actuels. Et c'est là où je veux en venir. Ce système de retraite minimum que nous voulons garantir, qu'est-ce qu'il a comme effet? Premier effet, parce que nous allons l'appliquer aux retraités actuels et pas seulement aux nouveaux, c'est 1 800 000 personnes parmi
les retraités actuels, il y a 17 millions de retraités en France. C'est 1 800 000 qui vont voir leur pension augmenter au mois de septembre. Et quand on regarde ce qui se passe année après année, à peu près tous les ans, on ne le sait pas vraiment, ce n'est pas un chiffre connu. À peu près tous les ans, nous avons 800 000 personnes qui partent à la retraite. Grâce à cet effort de minimum garanti à 85% du SMIC, il y a 200 000 nouveaux retraités par an, soit 1 sur 4, qui aura une retraite meilleure que si on ne fait pas la réforme. Alors, passons quand même aux petites questions avant de revenir sur le fond, et notamment les femmes et les carrières longues. Juste un mot sur ce qui va arriver la semaine prochaine. Enfin, ça va commencer lundi en commission à l'Assemblée. Il y aura le mouvement de la manifestation de mardi. Et puis la semaine d'après, ce sera en séance plénière. Au sein de la majorité, on entend quelques personnalités. Barbara Pompili, qui était une de vos collègues ministres, qui dit « je ne le vote pas en l'état ». Et puis chez les Républicains, qui sont censés avoir donné leur accord, on entend de plus en plus de voix discordantes. Et en tout cas, des questions. Je vous propose d'écouter Rachida Dati, qui a dit qu'elle vous avait téléphoné. C'est vrai. Allez, on l'écoute. J'ai appelé Olivier Dussopt à ce propos. Moi, j'ai été aide-soignante. J'ai commencé à 16 ans à travailler, donc je cotise depuis l'âge de 16 ans. Donc moi, je suis considérée dans les carrières longues. Mais mes collègues de l'époque, elles travaillent encore comme aide-soignantes. Et justement, je l'ai appelée parce qu'il y a des points, elles sont très inquiètes. Et effectivement, elles vont être amenées à travailler encore plus longtemps dans des conditions très difficiles, avec des salaires très bas. C'est pour ça que nous nous battons. Il faut l'accepter ? Non, mais c'est pour ça que nous nous battons sur ces points d'amélioration. Et le gouvernement est en pleine discussion avec ma famille politique. Donc on ne va pas dire on arrête tout, on tourne le dos. Nous, on est pour la discussion, pour arriver, pour sauver ce système de retraite. C'est-à-dire que ce n'est pas des alliés totalement sûrs. D'abord, il y a un principe. Elle vous a appelé, donc ça vous confirmez. Oui, il y a un principe. Et j'ai été député pendant suffisamment longtemps pour le respecter. Chaque député vote comme il l'entend. Et donc chaque député a sa conviction et fait son choix. Il y a d'autres aspects qu'il faut évoquer. Dans l'exemple cité par Rachida Dati, elle dit « j'ai commencé à travailler à 16 ans ». Justement, dans ce que nous faisons, nous voulons améliorer cette situation. Je m'explique en un mot. Actuellement, quand vous commencez à travailler très très tôt, quand je dis très tôt, c'est avant 16 ans, et que vous avez cotisé 5 trimestres avant 16 ans, il faut vraiment avoir commencé très tôt. Oui. Vous pouvez partir à 58 ans, ça ne changera pas. 5 trimestres avant 16 ans, il n'y a pas beaucoup de monde quand même. C'est peu de monde, c'est pour ça qu'il n'y a presque plus personne. Et entre nous, c'est tant mieux. Parce que ça signifie que la scolarisation a augmenté. Bien sûr. Et puis, il y a un autre système qui dit que si vous avez cotisé 5 trimestres avant 20 ans, vous pouvez partir 2 ans avant l'âge légal et avoir 2 ans de bonification. Par contre, si vous avez commencé à travailler, comme Madame Dati le dit, à 16 ans et demi, ou à 18 ans et demi, vous êtes traité pareil. Ce que nous avons proposé, ce que nous avons mis dans le texte avec Elisabeth Borne, c'est une mesure pour dire que si vous commencez à travailler entre 16 et 18 ans, et que vous avez 5 trimestres entre 16 et 18 ans, vous pourrez partir 4 ans avant l'âge légal. C'est important, 4 ans. C'est-à-dire à 60 ans. À 60 ans. Et pourquoi est-ce que nous faisons cela ? D'abord parce que nous considérons que quand on commence à travailler très tôt, il faut partir plus tôt. Et puis nous essayons d'être cohérents. Et être cohérent, quand je dis cela, c'est être cohérent avec notre politique de développement de l'apprentissage. Parce que désormais, depuis 2014, quand vous êtes apprenti et que vous commencez à travailler comme apprenti, vous cotisez pour la retraite. Et donc ça permet de réduire un maximum l'écart de durée de cotisation entre ceux qui commencent à travailler tôt et ceux qui commencent à travailler tard. Puis un dernier point, parce que hier, effectivement, Rachida Dati m'a appelé, nous avons échangé sur ce sujet-là. Elle voulait avoir quelques Elle vous a dit si ses amis votaient ou pas, combien de ses amis votaient ? Si, franchement, allez-y, dites-nous, racontez-nous. Ça n'était pas le but, et parfois c'est bien quand les conversations restent privées. Mais elle m'a parlé de cette situation des aides-soignants et des aides-soignantes. C'est une profession qui est très inégalement traitée. Quand je dis inégalement, c'est que selon que vous soyez aide-soignant dans un hôpital de la fonction publique hospitalière, dans un hôpital ou un établissement privé, ou dans un EHPAD géré par une collectivité locale au titre de la fonction publique territoriale, certains ont des droits au départ anticipé, d'autres n'ont pas de droit au départ anticipé. Vous allez harmoniser ça ? On va harmoniser dans le cadre de la loi, sur les retraites. Nous avons prévu 100 millions d'euros par an, gérés par le ministère de la Santé, pour améliorer les conditions de travail des aides-soignants et des infirmiers. Alors, Olivier Dussopt, je veux rester sur l'aspect purement politique. Est-ce que vous êtes sûr que votre projet passe à l'Assemblée ? Est-ce que vous aurez les 40 voix nécessaires pour avoir la majorité 149-3 ? Ce qu'il faut, c'est avoir une majorité, et je pense que nous aurons une majorité. Et nous allons convaincre pour cela, nous allons continuer à travailler. Donc vous pensez qu'il y aura au moins 40 députés de chez les Républicains qui voteront avec vous ? Il y aura peut-être des députés d'autres groupes aussi, et ça sera tant mieux. Mais pas où, vous citez l'exemple des Républicains. La principale demande qui avait été portée par les responsables parlementaires, M. Marleix, M. Ciotti, M. Retailleau, était que le minimum de pension
ne soit pas que pour les nouveaux retraités, mais soit aussi pour les retraités actuels. Oui, mais et c'était aussi... Non, mais c'était attendez, dans aussi une demande l'intervalle, des ils voient députés. que le mécontentement et l'inquiétude augmentent, donc ils s'inquiètent. C'était aussi une demande des députés Renaissance. Et c'est pour ça que nous avons modifié notre projet pour faire en sorte que les retraités actuels soient aussi concernés par la revalorisation. J'ai entendu. Mais donc vous me dites, ce projet sera voté, notamment grâce au vote des Républicains. Vous dites qu'il y en aurait d'autres. Moi, je ne vois pas trop où, franchement. Vous savez, depuis le début du quinquennat, on nous dit que ça ne va pas être possible. Moi, j'ai porté une grande partie de la loi pouvoir d'achat au mois de juillet. Elle est passée sans 49.3. J'ai porté la réforme du marché du travail de l'assurance chômage. C'est passé 149.3. Gérald Darmanin oui, mais là, il n'y avait pas des manifestations de 1 120 000 ou 1,7 million ou 2 millions de personnes. La loi sur la sécurité intérieure, pas de 49.3. Agnès Pannier-Runacher a porté la loi sur les énergies renouvelables. Mais il n'y avait pas ces manifestations. C'est pas pareil. C'est pas la même situation. Le contexte est un peu différent. Merci. Mais il y a une réforme qui est nécessaire et je crois que beaucoup de parlementaires, mais au-delà des parlementaires, on le voit aussi dans les études d'opinion. Alors, justement, beaucoup de Français savent qu'il faut une réforme. Alors, je voudrais vous parler des femmes. Oui. Vous avez bien vu que il y a deux questions que je voudrais vous poser. Vraiment, je voudrais savoir si vous allez évoluer là-dessus pendant la discussion. Je voudrais citer ma consoeur Fanny Guinochet, qui, sur France Info, a évoqué un exemple. Nathalie et Marc sont en couple. Ils ont 2 enfants. Ils sont nés en 75. Ils ont commencé à travailler à 23 ans. Et ils ont la même carrière. Aujourd'hui, Marc part en retraite à 66 ans. Et Nathalie part à 62 ans parce qu'elle a 8 trimestres par enfant. Ça lui fait 16 trimestres puisqu'elle a 2 enfants. Et donc, elle part à 62 ans. Avec la nouvelle réforme, Marc part toujours à 66 ans. Mais Nathalie, qui a ses trimestres, qui pouvait partir à 62 ans, elle doit attendre 2 ans de plus. Alors, donc, elle est défavorisée comme femme par rapport à son conjoint. C'est très révélateur de la complexité de notre système, puisque dans l'exemple cité par votre consoeur, Nathalie, la mère donc, a dit 8 trimestres par enfant. Sauf que la vraie règle, pardon de cette précision, c'est 4 trimestres automatiquement validés pour le compte de la mère et 4 trimestres qui peuvent être partagés entre les parents à condition de le faire avant les 4 ans de l'enfant. C'est extrêmement complexe. Et ça, il faut le savoir. Et personne ne le sait. Personne ne le sait. Pour revenir sur cette question des femmes, parce que j'ai entendu beaucoup de choses dans la semaine. D'abord, juste des rappels d'évidence. Oui, mais non. Moi, j'en ai beaucoup entendu. Et je pense que les Français ont entendu vraiment. Est-ce que vous allez changer quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez donner de plus? Qu'est-ce que vous pouvez montrer comme acte, comme geste, pour dire non, les femmes ne sont pas défavorisées? Mais moi, quand j'entends des choses fausses, j'aime bien aussi les corriger. Et toute la semaine, j'ai entendu des choses fausses. D'abord, 2 évidences. L'âge de départ à la retraite reste évidemment le même pour les hommes et pour les femmes. L'âge légal de départ à la retraite, tout comme la durée de cotisation. Aujourd'hui, tel que le système fonctionne, dans les exemples que vous avez donnés, pour les femmes qui ont des enfants, et on ne parle que des femmes qui ont des enfants, il y a un âge de départ réel, constaté, effectif, qui est inférieur à celui des hommes. Aujourd'hui, les hommes partent, en gros, à la retraite autour de 63 ans et 3 mois, et les femmes autour de 62 ans et 8 ou 9 mois. Déjà au-delà des 62 ans, mais nous le savons tous. Dans les années qui viennent, d'abord parce qu'il y a une augmentation de l'âge de départ à la retraite que nous portons, mais aussi du fait de l'allongement de la durée de cotisation. Mécaniquement, l'âge effectif de départ à la retraite des femmes va se rapprocher de celui des hommes, et dans les prévisions, nous savons qu'en 2030, les femmes continueront à partir à la retraite plus jeunes que les hommes, mais l'écart de 6 mois sera passé autour de 2 mois. Et il y a quelques exemples plus extrêmes, comme celui que vous avez donné. Ce que nous pouvons faire, et ce que nous voulons... Dans l'étude d'impact du gouvernement, c'est 7 mois pour l'homme et 5 mois pour l'homme et 7 mois pour la femme. Et ça fait un différentiel de 2 mois. Et quand je vous dis qu'on est sur un différentiel de 6, ça le réduit à 4 mois et 2 dans l'écart moyen. Donc, vraiment... moi, si j'essaye de résumer, à l'Assemblée nationale, pendant le débat parlementaire, vous ne sortirez pas, vous ne ferez pas une nouvelle proposition pour les femmes. Pardon, Madame Krief, mais... c'est un sujet qui est extrêmement complexe et il faut l'expliquer jusqu'au bout. Ce que j'ai dit à l'instant, c'est qu'en 2030, les femmes, dans toutes les prévisions, continueront à partir à la retraite un peu plus jeunes que les hommes en moyenne du fait de ces trimestres-là. Par contre, ce que l'on voit, c'est que d'abord on ne parle dans ce cas-là que des femmes ayant eu des enfants. Ce que l'on voit, c'est qu'on essaye et c'est justice, c'est normal, avec le système de retraite, on essaye de corriger une inégalité qui n'est pas une inégalité de retraite. Les femmes aujourd'hui à la retraite payent les conséquences d'une autre inégalité, l'inégalité des salaires et des carrières. Et donc la priorité absolue, c'est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, parce que lorsqu'il y aura égalité dans la carrière, égalité dans le partage des tâches parentales, il y aura égalité des retraites.
Et il y a un point sur lequel nous sommes engagés avec la Première ministre et nous voulons aller plus loin, c'est que tout ce système qu'on appelle les droits familiaux, les trimestres de la maternité, les trimestres de parentalité, puisqu'il peut être partagé entre les pères et les mères, les droits à la pension de réversion, tout ça doit être revu. Si on reste uniquement sur la question de la maternité, que vous avez prise comme exemple, vous dites... Donc ça, vous pouvez, pendant les débats au Parlement, ce sera revu? On souhaite d'abord qu'il y ait un vrai travail qui soit fait et que dans la perspective de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, on ait le temps de modifier les choses correctement. Sur les droits parentaux, y compris maternité, je ne prends qu'un exemple parce que vous avez cité, comme je disais, un exemple assez extrême qui avait le mérite de la démonstration. Assez banal. Hein. Mais non pas tant que ça, parce que vous avez pris l'exemple d'une femme affiliée au régime général qui automatiquement a 4 trimestres plus 4, ça fait 8. Déjà, j'ai dit que les plus 4, ils pouvaient être partagés. Et surtout, autre inégalité dont personne ne parle, dans la fonction publique. La même femme, le même exemple, elle n'aurait pas eu 4 trimestres, elle en aurait eu 2. Parce qu'aujourd'hui, les régimes sont très différents. Et donc, on a un énorme chantier d'égalité. Et avec la réforme, elle en aura 4 ? Pas dans le texte tel qu'il est écrit, puisque ce que nous voulons, c'est reprendre la totalité de ces droits familiaux dans un sens de plus de justice et d'harmonisation. Donc vous dites, y compris sur l'exemple que j'ai donné, il y aura des évolutions à l'Assemblée nationale. Nous pouvons prendre un certain nombre d'engagements, et je ne pense pas, que dès l'Assemblée nationale, nous ayons les dispositions suffisamment précises et justes pour les mettre dans ce texte. Par contre, ce texte, ça n'est pas la fin de l'histoire. Après ce texte, il y aura un autre texte sur le travail et l'emploi. Puis il y aura un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ça permettra aussi d'avancer sur ces sujets-là. Oui, parce que là, on est dans un projet de loi de financement rectificatif. Qui porte la réforme des retraites. Et il y a des dispositions, des actions que nous pouvons mettre dans un nouveau projet de loi sur l'emploi et le travail d'ici l'été. Et puis dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. D'accord, donc cette question-là, elle sera revue, mais peut-être pas tout de suite. Il y a trop d'injustice sur la question des droits familiaux, trop d'inégalités. J'ai pris l'exemple du nombre de trimestres différents dans le public et dans le privé. Mais pour ce qui concerne les pensions de réversion, c'est aussi un droit familial. Il y a 13 règles différentes. Il y a des pensions de réversion pour lesquelles il y a des conditions de revenus et des pensions de réversion pour lesquelles il n'y a aucune condition de revenu. Donc il y a un énorme travail d'égalité à faire et il faut faire les choses pas à pas. Autre question, les carrières longues. Oui. Vous l'avez évoqué largement sur les aides-soignantes et ce que disait Rachida Dati. Mais Aurélien Pradier, par exemple, député LR, il explique qu'entre 20 ans et 21 ans, il faudra cotiser 44 ans au lieu de 43 ans. Et ça reviendrait, si vous acceptiez de revenir à 43 ans pour ces personnes-là, ça coûterait 1,8 milliard ou 2 milliards. Et certains disent... C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, bien sûr. Mais certains disent que vous pourriez les trouver, par exemple, en supprimant les dégrèvements de cotisation des entreprises pour les salariés de 2 fois le SMIC aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il y a moins de chômage. D'ailleurs, c'est à votre crédit. Il y a un bon résultat sur le chômage. Il a encore baissé au 4e trimestre 2022. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Exactement. Mais du coup... les aides peut-être pour les embauches qui sont par des dégrèvements de cotisation peuvent être supprimées puisqu'il y a de l'emploi et donc on pourrait éventuellement trouver ces 2 milliards autrement. Mais s'il y a de l'emploi, c'est parce que la politique économique que nous menons fonctionne. Et donc revenir sur ce qui fonctionne, c'est mettre en difficulté la politique de l'emploi. C'est quand même assez fantastique dans ce débat que nous ayons une partie de l'opposition qui viennent chercher le moindre détail, le moindre point pour en faire un reproche et qui nous proposent des solutions qui sont l'inverse de ce qu'ils votent habituellement. Les mêmes, ceux que vous avez cités, qui nous disent dépenser pour mieux protéger, sont les mêmes qui vont nous dire qu'il faut continuer à baisser les prélèvements obligatoires sur les entreprises, alors que dans ce débat-là, ils vont nous dire mais pourquoi ne pas les augmenter? Donc, qu'ils clarifient eux-mêmes leur position. Sur la question des carrières longues, nous sommes dans un système qui va nous permettre de resserrer l'écart. On parle beaucoup de la durée de cotisation, et c'est normal. Elle était à 37 ans et demi il y a une vingtaine d'années. Elle est passée à 40 ans, puis 41 ans et demi, 42, et là on va vers 43, ça a été voté en 2013. C'est pas un plafond, ça n'a jamais été un plafond. C'est le minimum demandé par la société, par la sécurité sociale, pour verser une retraite à taux plein. Et aujourd'hui, dans le système tel qu'il existe, dont personne ne se plaint véritablement, puisqu'il y en a plein qui nous disent ne changez rien, on va dans le mur. Le système... Il y en a qui veulent à la retraite à 60 ans. Oui, c'est 85 milliards d'euros par an, je leur souhaite bien du courage, personne n'y croit. Mais ceux qui nous disent ne changez rien, laissez le système aller dans le mur, il y a des déficits, mais c'est pas grave, ils ne se posent pas d'autres questions. Alors que quand on regarde le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, sur les 800 000 départs à la retraite chaque année, il y en a 180 000 personnes
qui partent avec plus de trimestres que demandé. Parce que c'est un plancher, c'est un plafond. Dans le système des 10 dernières années, donc ça ne changera pas. Quelqu'un qui commence... Si ça change, justement, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de prendre en compte ceux qui ont commencé à travailler avant 16 et 18 ans, ça c'est nouveau. Ça permet justement d'éviter que ceux-ci travaillent beaucoup plus longtemps que les autres. Alors, quelques mots quand même sur ce qu'on voit sur la mobilisation dans les villes moyennes. Il y a une nouvelle manifestation mardi, 31 janvier, qui s'annonce peut-être plus importante, on verra. Hein. Mais en tout cas, beaucoup ont souligné le fait que dans les villes moyennes, proportionnellement, c'était plus important qu'à Paris. Est-ce que ça vous inquiète pas? Parce que ça pourrait être... c'est un peu des gisements, entre guillemets, de gilets jaunes. J'ai été maire d'Annonay en Ardèche pendant 10 ans et j'ai la chance aussi, parce que c'est une chance de visiter beaucoup de communes, beaucoup de départements, de faire beaucoup de terrain. Et j'ai vu cela, j'ai vu cette inquiétude. Et j'ai vu aussi que celles et ceux qui étaient les plus mobilisés, pensaient évidemment à la retraite. Nous sommes dans un moment de mobilisation sur les retraites. Mais ils parlaient aussi de pouvoir d'achat et nous faisons des efforts pour cela. Ils parlaient d'inquiétude, ils parlaient d'éloignement. Justement, ça peut du coup être un mouvement qui dure et qui s'enquiste et qui s'enracine. Je dis souvent que je ne fais pas la météo du climat social. D'abord parce que ce n'est pas ma responsabilité et ça n'est ma responsabilité ni d'organiser ni de désorganiser un mouvement social. C'est là le rôle des organisations syndicales. Il faut être très attentif dans les débats que nous traversons à tout ce que cela peut effectivement réveiller. Quand je dis réveiller, c'est que lorsqu'on parle de retraite, on parle, et on l'a fait ensemble, on parle beaucoup d'argent, mais en réalité, on parle de la vie des gens. Oui. Et derrière les aspects très techniques, et parfois on me reproche de faire des choses trop techniques, mais derrière chaque virgule, derrière chaque disposition, il y a des vies, il y a des parcours de vie. Justement, il y a une grande inquiétude. Et il y a une immense inquiétude. Il y a une immense complexité. Et parmi les inquiétudes qu'il y a, celle que j'entends beaucoup, c'est est-ce qu'on aura un système de retraite? Est-ce qu'on aura, nous, une retraite? Ce que nous faisons là, cet effort que nous demandons, il a un premier objectif. C'est justement de permettre aux générations qui viennent d'avoir une retraite. Puis il a un second objectif, mais qui va ensemble, c'est que ce soit un système de retraite qui soit amélioré et plus protecteur, notamment, tout particulièrement, pour les plus fragiles, ceux qui ont des carrières longues, ceux qui ont des toutes petites pensions et ceux qui ont des métiers pénibles. Alors, si mardi, il y a beaucoup plus de monde que le 19 janvier, et s'il y a des manifestations pendant toutes les semaines qui viennent, s'il y a des trains bloqués pendant les vacances de février, il y a eu déjà des coupures d'électricité aujourd'hui, l'équivalent d'une centrale nucléaire par coupure d'électricité de la part de EDF, EDF a déploré une perte de puissance disponible. À Total Energy, il y a eu des dépôts qui ont été bloqués. Et ça, c'est que le début. J'ai envie de dire peut-être que ça va s'aggraver. Est-ce que vous vous dites, bon, on va serrer les dents, on va passer les 2 mois qui viennent, parce que le vote du projet pourrait arriver autour de la fin mars, 26 mars, tant pis, on va supporter l'impopularité, les difficultés, sans bouger. Je ne fais pas de la politique avec des si. Et on ne peut pas faire de prévisions comme cela. Il faut regarder les choses de très près. Cette réforme, je pense que les Français savent qu'il faut une réforme et que le système de retraite ne va pas bien et qu'il faut le protéger. Ils savent qu'un effort est à faire. Dans un moment de notre histoire collective où parfois on a un réflexe qui consiste à d'abord, et c'est très normal, on est tous pareils finalement, regarder nos situations individuelles avant de regarder l'effort individuel que l'on pourrait faire pour améliorer plutôt une situation collective au sens de la solidarité. On va continuer à dire, à expliquer. Moi, ce que je souhaite par-dessus tout, et parce qu'indépendamment des manifestations, et je l'ai dit tout à l'heure, elles se sont bien passées la première fois, je souhaite que ça continue. Je l'ai dit hier devant le Sénat, je souhaite que chacun puisse s'exprimer, mais sans blocage, sans actes malveillants ou de violence. Et les organisations syndicales l'ont très bien fait lors de la première manifestation. Mais nous, il faut qu'on puisse continuer à dire et à montrer que cette réforme, ça n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question de survie du système et d'amélioration de celui-ci.